Je m'appelle Joséa, j'ai 25 ans. Je suis auxiliaire de puériculture diplômée depuis août 2023 et je travaille actuellement en maternité. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Avant de faire la formation AP, j'ai passé un bac technologique en hôtellerie, restauration et tourisme en 2016. Ensuite, j'ai fait une fac de langue en anglais. Et suite à ça, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse de billetterie et d'accueil à Disneyland Paris. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai été très mal orientée sur mes choix concernant les études, le bac ou post-bac. Au moment de passer mon bac, je me suis rendu compte que j'ai fait fausse route par rapport au choix de ma formation, et mon expérience professionnelle derrière a confirmé mon choix de vouloir travailler avec les enfants. Et il faut savoir que je viens de l'île de la Réunion, et c'est une île où on n'a que 2 écoles d'auxiliaires et c'est très compliqué d'accéder à la formation. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de venir en métropole pour m'ouvrir un peu plus les portes pour aller vers la formation d'auxiliaire. Ce qui m'a donné envie de me diriger vers la formation d'auxiliaire de puériculture plus que d'autres formations, c'est allier soins et tout ce qui est activité. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup créer et allier les soins, donc c'était pour moi la formation la plus adéquate par rapport à mes envies. Je suis une personne qui déborde d'imagination. Donc c'est vrai que mettre en place des activités avec les enfants, créer des moments de joie, que ce soit en jouant, en faisant quelques petites choses pédagogiques, mais en même temps dans l'amusement. Avant de rentrer dans la formation, je me suis beaucoup renseignée, que ce soit en ligne, et j'ai même fait une enquête auprès de professionnels. Les professionnels avec lesquels j'étais en contact, c'était des auxiliaires de puériculture. Je leur ai posé énormément de questions sur leur métier et leurs réponses me convenaient parfaitement et me confirment que c'est ce que j'ai voulu faire. Le métier d'AP, d'auxiliaire de puériculture, consiste à s'occuper des enfants de la naissance jusqu'à 18 ans. On peut travailler donc en crèche, en établissement d'accueil de jeunes enfants, en PMI, en intra-hospitalier, au milieu hospitalier, c'est plutôt tout ce qui touche la pédiatrie, maternité, néonate, la réanimation néonatale aussi. Donc on voit le développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 18 ans. Tout ce qui est au niveau de l'activité de l'enfant. On voit aussi pendant la formation tout ce qui touche le soin à l'enfant. Donc les différentes pathologies, les différentes observations que l'auxiliaire de puériculture doit faire envers l'enfant, que ce soit aussi bien en crèche qu'en milieu hospitalier. La formation d'auxiliaire de puériculture, c'est une formation qui se déroule sur 11 mois si vous êtes en cursus complet. On a plusieurs modules, 11, vu qu'on a le module 1 bis qui s'est rajouté récemment suite à la réforme, avec des stages, 4 stages. Un stage en crèche qui est obligatoire pour justement la validation du module 1 bis, et le reste, c'est en fonction du projet professionnel. Les types de cours qu'on peut rencontrer dans la formation, on commence par les modules 1 bis, c'est tout ce qui est lié aux activités. On va plus parler de ces modules-là pour les personnes qui travaillent en crèche. Alors par activité, on entend des activités ludiques et pédagogiques en même temps, car ça va être des activités qui vont être dans l'amusement, mais en même temps, dans l'apprentissage de l'enfant, on aide à son développement psychomoteur. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme cours dans la formation d'auxiliaire de puériculture ? On apprend tout ce qui est en rapport avec le nouveau-né, les soins, les repas également. On peut trouver des cours sur l'hygiène des locaux, l'hygiène des mains, très important.
On a aussi des cours sur tout ce qui est vocabulaire médical et pathologie. Ce sont des modules assez, je dirais pas difficiles, mais faisables, mais ce sont des modules quand même qui ont été assez denses en termes d'information, surtout pour les personnes qui ne viennent pas du tout de ce milieu-là. Il y a des notions que vous connaissez déjà et qu'on va revoir. Et puis ensuite, il y a des choses qu'on va apprendre, et notamment qu'est-ce que c'est que les soins de développement. Alors, un bébé qui est né avant 37 semaines, ça vous savez normalement. Oui, Céline ? Un prématuré, un enfant prématuré, d'accord ? Un bébé qui est né à terme et qui fait un poids de... Alors, il faudra changer juste sur la diapo. Un poids de moins de 2,5 kg, c'est un enfant qu'on va appeler un enfant hypotrophe. Très bien, d'accord ? Donc ça, c'est déjà des notions que vous avez. Et c'est vrai que vous allez voir quand même en maternité, quand les bébés ils font entre 2,5 kg et 2,7 kg, souvent quand même on les considère comme des enfants hypotrophes, les bébés qui sont nés à terme, d'accord ? Mais la définition exacte et la définition OMS, c'est celle-là, c'est-à-dire le poids naissance de moins de 2,5 kg à terme. Alors ensuite là on va voir que en fait dans la prématurité, donc vous savez qu'avant 37 semaines c'est des prématurés, mais il y a différents grades de prématurité et on va voir aussi à quoi ça correspond. Alors dans ce cours-là, tout de suite là, ce cours qu'on va faire le premier, on va pas voir en fait. Il y a des cours qui m'ont paru plus faciles que d'autres, notamment les cours sur les activités, sur la prise en charge des enfants dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était les cours sur les différentes pathologies, également le vocabulaire médical, mais aussi tout ce qui était sur le développement psychomoteur, psycho-affectif de l'enfant. J'ai trouvé ça plus intéressant car c'était tout nouveau pour moi et on apprend énormément dans ces cours-là. Qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent évidentes, mais il y a une explication derrière tout ça et ces cours-là ont répondu à certaines de mes questions sur le développement. Alors, entre les enfants en bonne santé et les enfants malades, atteints de pathologie ou de handicap, c'est vrai que la prise en soin, elle est différente, mais c'est quelque chose que je n'appréhendais pas, car il faut savoir que j'ai pour projet professionnel de travailler avec les enfants en situation de handicap, donc ça n'a fait que m'aider pour mon projet professionnel. Sur la formation d'auxiliaire de puériculture, là je vous parle du déroulé de l'année à Théodore Simon, parce qu'il faut savoir que chaque école ne s'organise pas de la même façon. À Théodore Simon, ils ont fait les choses très bien parce qu'on commence par le module 1 et 1 bis. Donc c'est tout ce qui est prise en charge des enfants en établissement d'accueil de jeunes enfants, donc les enfants sains. On a commencé par ces modules-là et ensuite on a fait un stage en crèche. Donc on a été, on va dire, préparé à ces stages-là. Et ensuite, au retour de stage qui a duré 5 semaines, on a commencé les cours sur l'hygiène, les pathologies, le vocabulaire médical, pour nous préparer à partir en stage en milieu hospitalier. Après ce premier stage en établissement d'accueil pour les jeunes enfants, on revient en cours, on part sur les modules qui sont plus tournés vers le milieu hospitalier. Les stages, ce sont des stages de 5 semaines et le dernier stage, il dure 7 semaines. Après, les retours en cours après les stages, ça dépendait du module. Parce qu'on a des modules qui sont plus ou moins longs et plus ou moins denses. Donc le temps de retour à l'école était aléatoire. Mais il faut savoir que quand on part en stage, on a des retours à l'école où on parle de nos stages, on a des travaux à rendre. On nous avait demandé comme travaux pendant les stages de faire des démarches de soins, des situations d'accompagnement.
Et il faut savoir que ces travaux-là sont demandés, mais uniquement dans le but de nous faciliter, on va dire, l'année de la formation et les autres stages. Les démarches de soins, c'est vrai que c'est énormément de prise d'informations concernant l'enfant qu'on décide de prendre en charge. Et ça a été une préparation pour nous, on va dire, pour faire des transmissions. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier où on fait énormément de transmissions entre professionnels ou avec les parents. Donc les démarches de soins, c'était un outil qui nous a beaucoup aidés et facilité dans le dialogue entre professionnels et parents. Pour la validation des modules, ça se faisait à la fin de chaque module. Donc c'était réparti sur l'année. Donc ce qui est très bien pour moi parce que c'est pas un seul examen ou une seule journée où on va devoir réviser tout ce qu'on a vu au cours de l'année. Donc c'est vrai qu'on fait un module, on révise, on passe l'examen. Et on va dire, ça reste frais dans la tête et c'est plus facile de passer l'examen comme ça. Déjà, il y a une sangle, vous n'avez pas utilisé celle-là? Non. Parce qu'il y en a une qui passe entre les jambes normalement. D'accord, pour que l'enfant il soit bien maintenu. Ah oui. Deuxième chose, ici, en fait, vous ne devez pas avoir les scratchs qui sont dans le dos de l'enfant. Parce que souvent, en pédiatrie, ils sont en couche. Ok. Donc, ils ont le dos nu. Donc, ça veut dire que ça, là, ça ne doit pas dépasser dans son dos. D'accord? Donc, 2 indices pour refaire cette partie avec cette sangle au milieu. Et celle-là, et là, il ne faut pas qu'il y ait des scratchs qui Même dépassent. si ça ne dépasse pas dans son dos. Bah, où tu les scratches Bon, c'est bien comme vous. Alors, c'est bien, c'est juste que normalement, il faut remonter toutes les sangles pour que l'enfant n'ait pas les scratchs dans le dos. D'accord? Donc, vous refaites juste ça. Et si jamais c'est trop haut, Pour la validation des modules, il faut savoir que, comme toute personne, on a des facilités dans certaines choses et un peu plus de difficultés dans d'autres. Il y a des modules qui ont été validés haut la main du premier coup, mais il y en a d'autres où ça a été un peu plus compliqué, où il fallait passer le rattrapage. C'est vrai que on prend un petit coup quand on voit qu'on valide pas, sachant qu'on sait tout le travail qu'on a donné derrière. Ça reste quand même une petite déception de pas valider, mais on a le rattrapage et on est très bien accompagné aussi par l'équipe pédagogique pour les rattrapages. Elles nous ont donné, on va dire, des outils pour réussir nos rattrapages. Elles nous ont accordé du temps pour revenir sur ce qu'on n'a pas très bien assimilé. Donc c'était compliqué, mais on va dire assez facile à vivre grâce à l'accompagnement qu'on a eu derrière. Alors, au niveau de l'accompagnement méthodologique, on laisse gérer les élèves. Mais nous sommes là aussi pour les accompagner. Nous, les cours sont faits aussi d'une façon où on est là pour les aider, pour les aiguiller. Donc on est 3. On a 3 méthodes différentes. Donc il y a des méthodes de quiz à la fin du cours, de résumé à la fin du cours. Là, on est dans une approche aussi de carte mentale, si on peut dire comme ça. Ça permet aussi d'aider donc, les élèves à s'organiser et à pouvoir voir différentes méthodes de révision. Ensuite, on ouvre aussi notre porte. Notre porte est toujours ouverte aux élèves pour X raisons. Une incompréhension d'un cours, une question du cours de la semaine dernière, elles ne comprennent pas, c'est pas grave. Les outils qui nous ont été mis à disposition par l'IFAP, on a Office 365 qui m'a été très utile tout au long de l'année. Je l'ai beaucoup utilisé pour la prise de notes durant les cours et également pour faire la mise en page de mes travaux. Donc tout ce qui est PowerPoint, diaporama, parce qu'on a fait énormément de travaux en groupe. J'ai beaucoup utilisé Word aussi pour faire mes démarches de soins et mes situations d'accompagnement. C'est vrai que c'est toujours plus facile de taper sur un clavier que d'écrire à la main parce que c'est beaucoup de prise de notes.
La plateforme Theia, c'est une plateforme qui nous a été mise à disposition en début d'année. Sur cette plateforme, on peut trouver notre emploi du temps à l'année, mais également à la semaine. Sur la plateforme, on avait également les cours qu'on avait vus, parce que c'est vrai que des fois, en cours, c'est assez compliqué de suivre sur un diaporama. Des fois, on n'est pas au même niveau que les autres. Donc, pour revoir les cours, on pouvait aller sur Theia et relire et essayer de comprendre là où on n'avait pas compris. Sur cette plateforme, on avait également beaucoup de tutoriels vidéo pour les soins. Alors que ce soit un change, l'hygiène des mains, l'hygiène des locaux, pour préparer les TP, les travaux pratiques. Ça a été quelque chose d'assez aidant parce que si on ne vient pas du milieu, c'est vrai que certaines choses peuvent être difficiles à cerner. Donc pour préparer les TP, les tutoriels vidéo ont été très aidants. En termes d'utilisation, la plateforme Theia paraissait un peu compliquée au début, mais on a eu des cours sur l'utilisation de cette plateforme-là. Donc ça nous a facilité l'accès et l'utilisation. Alors mon premier stage, c'était dans une crèche. C'était un stage de 5 semaines. Ensuite, j'ai fait un stage en milieu hospitalier en SSR, donc soins de suite et réadaptation pédiatrique. J'ai fait un stage en maternité qui devait durer 5 semaines, mais finalement, j'ai fait un stage de 4 semaines car j'ai eu la chance avec certaines filles de ma classe d'avoir été acceptées courant de ce stage pour partir une semaine avec l'association L'Envol pour accompagner les enfants malades sur un séjour multipathologique. Et j'ai fait un dernier stage de 7 semaines en neurologie. Sur tous les stages que j'ai pu réaliser, c'est vrai que moi j'ai eu de la chance d'avoir été bien accueillie dans chaque structure où j'ai réalisé mes stages, où j'ai pu être bien accompagnée par mes tuteurs et tous mes stages se sont globalement dans l'ensemble bien passés. Dans tous les stages que j'ai pu réaliser, il y en a 2 qui sont vraiment sortis du lot. C'était mon stage en SSR, donc soins de suite et réadaptation, et en neurologie. En SSR pédiatrique, j'ai énormément aimé car c'était un endroit où je me voyais. J'avais des enfants en situation de handicap. L'hôpital accueillait également les enfants pour des réadaptations, des rééducations post-opératoires. Donc ça alliait tout ce qui était soins et j'ai vu énormément de pathologies et j'ai appris énormément durant ce stage. Et mon stage en neurologie, je l'ai beaucoup aimé car on avait énormément d'enfants épileptiques et j'en ai appris énormément sur les syndromes liés à l'épilepsie et à la neurologie de l'enfant. Durant ces stages, il y a eu des moments qui ont été assez difficiles. J'ai pu gérer tout ça avec l'équipe sur le terrain, mais également l'équipe pédagogique, notamment pendant les retours de stage où on communiquait énormément. On parlait de ce qui nous plaisait, mais également ce qui était un peu plus difficile pendant les stages. On nous donnait des petits conseils pour appréhender certaines choses, pour essayer d'avoir une distance professionnelle par rapport à certaines choses. Ce sont des choses qui m'ont énormément aidée face à certaines situations que j'ai trouvées très difficiles. Quand je parle de situations difficiles, je fais référence au décès et également à certains handicaps qui peuvent être lourds, que ce soit des handicaps physiques ou mentaux. Face à ces situations-là, en premier lieu, je suis quelqu'un qui ne parle pas énormément. Donc,
J'ai été beaucoup dans le silence, je dirais même un peu dans le déni de ce que je voyais. Alors un conseil, parlez-en. Ne gardez pas tout ça en vous, car c'est très important d'en parler, de libérer ces choses-là pour éviter que ça ne vous affecte vous-même et même votre entourage, je dirais. Sur la formation que j'ai reçue à l'IFAP, il est vrai que c'est une formation assez dense car on a beaucoup d'informations sur un laps de temps assez court, je dirais, mais on a été très bien accompagnés. On avait un groupe dynamique, on s'entendait toutes bien. Et l'accompagnement pédagogique, tout ça a aidé et a facilité, on va dire, l'année. C'est très important d'avoir un soutien pendant l'année parce qu'on a des moments où on est un peu plus bas, où on doute un peu, mais quand on est bien entouré, on relève vite la tête et on sait pourquoi on a fait ce choix-là. Donc on essaye d'appliquer différentes activités de créativité, de groupe, pour essayer de faire une cohésion aussi, parce que nous sommes un métier où on demande un travail d'équipe, de cohésion. On emmène aussi certains cours, à peu près tous les 15 jours, le vendredi après-midi, bien souvent, pour finir la semaine en beauté, dans la bonne humeur. Des petites séances d'activités sportives, entre guillemets, et de bien-être. Donc ça peut être de la marche, ça peut être des petits exercices pour aussi nos articulations, nos muscles. Des jeux de ballon, des jeux qu'elles peuvent amener aussi. Alors au départ, effectivement, c'est des fois un petit peu compliqué parce que le sport, elles pensent tout de suite au sport qu'elles ont vu au collège et au lycée, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment de la cohésion, c'est vraiment du bien-être pour elles. Donc ça leur permet aussi de s'aérer. Et nous, on est aussi dans cette cohésion-là. On se met, quand on fait des jeux, par exemple, le bal aux prisonniers, on se met dans les équipes. Donc on est vraiment avec la promotion, parce que pour nous, la promotion, c'est elle et nous. Concernant les ateliers qui ont été mis en place par l'équipe pédagogique, je dirais que ce sont des choses qui nous ont beaucoup aidés. Il est vrai que pour le bien-être physique, c'est important car passer une semaine assise sur une chaise, on devient vite sédentaire. Donc un peu d'activité physique, ça fait du bien et ça permet aussi de libérer toute la pression de la semaine. On faisait également des petits ateliers méditation avec de la musique, de méditation, des petits ateliers de respiration et tout ça, ça aide pour la gestion du stress et La formation d'auxiliaire de puériculture m'a apporté énormément de choses sur le plan personnel, notamment la maturité. J'ai beaucoup gagné en maturité car c'est une formation qui demande de la rigueur, de la gestion, que ce soit gérer sa vie personnelle, les cours et les stages. La formation m'a fait grandir, tout simplement. Voilà. Elle m'a également permis d'avoir une autre vision de la vie et de la réalité. Ça m'a permis de relativiser, car pendant certains de mes stages, j'ai pu être confrontée à certaines situations auxquelles on ne pense pas. Et quand on voit ces choses-là, on se dit que finalement, on a énormément de chance de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir voir des choses qui semblent assez lambda, mais que finalement sont exceptionnelles, je dirais, car on n'a pas tous cette chance-là. Concernant les aides que j'ai pu recevoir, je n'ai pas vraiment reçu d'aide extérieure, mis à part du soutien de ma maman, mais je me suis beaucoup appuyée sur l'équipe pédagogique et mes autres collègues de la classe. On a eu certes beaucoup de cours avec des diaporamas, mais à la différence de quand j'étais à la fac, c'est que quand on comprenait pas quelque chose,
à la fac, on comprenait pas. Alors que là, on est beaucoup dans l'interaction avec l'équipe pédagogique. Donc si on a une petite question, un petit doute, on demande sur le moment même ou à la fin du cours. Donc une disponibilité de l'équipe pédagogique. Et on a fait également pas mal de modules en groupe. Quand je parle de modules de travail en groupe, c'est ça nous préparait à travailler en équipe. Ça a été fait, on va dire, subtilement. C'est travailler en groupe, mais pas que pour travailler en groupe. Chacun des travaux qu'on a pu réaliser au cours de l'année ont eu un but derrière, c'est de nous préparer à être de bons professionnels. Ce que je retiens de la formation d'auxiliaire de puériculture, c'est que c'est une formation très enrichissante, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, car on apprend un métier, mais on apprend aussi énormément sur nous-mêmes et c'est un choix que je ne regrette pas. Alors ma première expérience professionnelle en tant qu'auxiliaire de puériculture, comme je vous l'ai dit précédemment, je travaille en maternité de nuit. Dans la maternité où je travaille, on fait de la salle de naissance et également de la suite de couches. Donc en salle de naissance, on a certains points, on est plus sur tout ce qui est médical, on va dire. Et quand on est en suite de couche, on est un peu plus tourné vers le nouveau-né, où on exploite énormément les cours qu'on a pu avoir, notamment sur l'alimentation de l'enfant, sur les soins qu'on peut apporter à l'enfant, mais aussi on fait énormément d'accompagnement à la parentalité. La formation m'a beaucoup facilité en tant que jeune diplômée, car on a eu énormément d'informations, mais il faut savoir que quand on débute quelque part, on en apprend toujours. Et c'est vrai que même l'équipe pédagogique nous a toujours dit, entre la théorie et la réalité, il y a un décalage. Mais la théorie aide énormément sur ce décalage-là. Concernant mon projet professionnel, j'ai comme projet de travailler avec les enfants en situation de handicap. Quand je parle de handicap, c'est tout handicap confondu, que ce soit physique, mental ou autre. Et je souhaite à l'avenir reprendre mes études pour devenir puéricultrice, mais pour l'instant je compte travailler un petit peu, faire bon usage on va dire de mon diplôme que j'ai reçu récemment pour me faire de l'expérience, d'avoir un peu plus d'expérience, et je sais que ça facilitera énormément on va dire mon cursus en tant qu'infirmière ou puéricultrice. Mais j'ai voulu passer d'abord par l'étape auxiliaire de puériculture pour, on va dire, valider ce choix et être réellement sûre de ce que je voulais faire. Si je devais donner un conseil à une personne qui souhaite s'orienter sur cette formation-là, dans un premier temps, il faut se renseigner sur la formation, notamment sur les modules, pour voir si c'est réellement ce que l'on souhaite. Et dans un deuxième temps aussi, de préparer l'entretien et surtout d'être soi-même, on va dire. Car c'est un métier qui demande beaucoup d'humanité, de spontanéité, que ce soit pour l'entrée en formation ou pour les stages. On nous pose énormément de questions. Ils cherchent beaucoup à savoir si on est sincère, si on est réellement fait pour ça. Donc être soi-même et aussi de communiquer. C'est très important de communiquer, que ce soit avec nos proches ou sur l'équipe pédagogique ou professionnelle qu'on pourra rencontrer au cours de l'année.
L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.